Shalom à tous, on se retrouve avec Midrashet Yehuda Manito et son guide officiel Ariel Assaf. Et tu veux nous plonger en 1948, tu veux nous parler du Hetzel et Bechavod, d'un personnage tout particulier. C'est parti. Oui, c'est pas une conférence générale sur le Hetzel. Je veux plus cibler un personnage. Bien sûr, à travers ce personnage, on verra l'histoire du Hetzel, mais je voudrais cibler un personnage pas connu et malheureusement, c'est un héros oublié, devrait être plus connu. Pas comme dans le titre de la conférence, il s'appelle Amichai Paglin. Il y avait une erreur dans le titre de la conférence, alors je rectifie Amichai Paglin. Et son nom de guerre dans le cas du Hetzel, c'était Gidi. Donc, en Israël, si on connaît son nom, on connaît Gidi ou Gidon, comme officier d'opération du Hetzel. Amichai Paglin, beaucoup moins connu, et le personnage gagnerait à être connu. C'est pour ça qu'on va essayer de parler de lui dans l'heure qui vient. Voilà. Alors, je branche le diaporama. Et donc, voilà donc Gidi. À droite, c'est le livre de Yosef Evron qui lui est consacré. Gidi, le Pinouy Abriti Meretzrel. Gidi est la bataille pour chasser les Anglais du pays d'Israël. Et à notre gauche, bien sûr, on voit le logo, l'insigne du Hetzel. Et on va écouter quelques notes de l'hymne du Hetzel pour commencer. Musique, donc l'hymne du Hetzel. Et on veut plus spécifiquement parler, non pas du Hetzel, mais de Amichai Paglin, dont vous voyez la photo ici. Alors, Amichai Paglin, pour le présenter, j'ai choisi la couverture d'un livre qui est un livre de caricature sympathique, qui s'appelle The Impossible Takes a Little Longer. Ce qui est impossible, ça prend un peu plus de temps. Voilà, parce que pour Amichai, rien n'était impossible. Ce qui est impossible, il suffit de réfléchir et de trouver la solution. Mais on va y arriver. Alors, vous voyez à gauche un train qui déraille, et je vais peut-être commencer par cette histoire pour présenter le personnage. C'est la fin de l'histoire déjà. On est près du retrait des Anglais qui vont partir, comme on se rappelle, le 15 mai 1948. Là, je parle du 18 avril 1948, donc il s'agit un mois avant la fin du mandat. Mais ce qui est important, c'est que voilà, ça va nous permettre de comprendre un peu qui est le personnage. Je m'excuse, j'ai un petit problème avec mon écran de contrôle. Voilà. Donc, les Anglais vont partir et Amichai Paglin, qui est le chef commandant des opérations du Hetzel, de l'Irgun, reçoit des renseignements comme quoi les Anglais qui sont en train de partir vont livrer un train d'armes aux Arabes de la région de Gaza pour faire la guerre à Israël. Vous vous rappelez que les Anglais sont très impartiaux. Ils vont quitter Israël, mais de façon très impartiale, ils prennent ouvertement le côté des Arabes. Et donc, ils décident qu'une partie du matériel, ils récupèrent, ils emmènent en Angleterre. Une partie du matériel qu'ils ne peuvent pas évacuer, ils le détruisent. Mais ils décident d'envoyer un train d'armes aux Arabes. Et là, l'Irgun décide, on va peut-être essayer de mettre la main sur ces armes et s'en servir nous-mêmes. Donc, les renseignements ont été exacts. Le train arrive sur la route près de Hadera. Il ralentit dans un virage. Et là, les hommes de Gidi, une vingtaine de soldats de l'Irgun, de Hetzel, une vingtaine de soldats qui ont entre 16 et 22 ans, donc vraiment très, très jeunes, font sauter une mine qui fait dérailler le train. Mais alors, ils se rendent compte qu'il y a une erreur. Le train n'est pas accompagné par quelques gardes. Il y a un wagon complet, un wagon blindé rempli de soldats anglais, d'officiers anglais, pour monter la garde et protéger ce chargement d'armes. Les Anglais avaient compris qu'ils risquaient de tomber dans une embuscade et ils ont envoyé une garde très importante pour être assurés que ce chargement arrivait. Ne prenez pas cette image, elle n'a bien sûr pas été prise par Amichai au moment de l'attaque, mais ça vous donne une idée de ce qu'est un train blindé des Anglais. Il y a un train avec des wagons blindés dans lesquels il y a des soldats. Et donc, une fois que le locomotive a déraillé, le combat s'engage et les Anglais ouvrent le feu. Les soldats de l'Irgun tirent aussi et 3 soldats anglais décident de se rendre. Ils se rendent, ne tirez pas. Dans un mois, on rentre à la maison,
on veut rentrer vivant, on veut voir nos femmes, nos enfants, et ils se rendent aux soldats l'Irgun. Le combat est très mal engagé, il y a beaucoup de soldats anglais. L'Irgun est en sous-nombre, très mal armé, et finalement, devant la situation catastrophique, Amichai Paglin décide d'annuler l'opération et de se disperser dans la nature. Et alors, son agent lui dit, OK, alors, on se disperse dans la nature, mais qu'est-ce que je fais des prisonniers? Paglin lui dit, c'est quoi les prisonniers? Il dit, on a 3 Anglais qui se sont rendus, qu'est-ce qu'on en fait? Et alors, ça, c'est Paglin. Ah, on a 3 prisonniers, j'ai une idée. Il vient vers ces 3 prisonniers, dont un est blessé, il lui promet qu'ils en prendront soin et qu'ils l'amèneront pour être soigné et faire un message, ce qui va être fait, et le soldat sera effectivement sauvé. Et Amichai dit à un des 3, mais j'ai une mission pour toi. Maintenant, tu vas. Qui c'est qui commande ce train? C'est le capitaine John. OK, tu vas maintenant chez ton capitaine et tu lui annonces que vous êtes entouré par des centaines de soldats de l'Irgun. Et c'est dommage de rentrer dans les cercueils en Angleterre, c'est la fin du mandat. Rendez-vous et on ne touchera pas à vous. Maintenant, les soldats anglais savent très bien que l'Irgun ne touchait pas aux soldats qui se rendaient. C'est-à-dire que, si bien sûr, dans le cadre de combat, il y a eu des victimes anglaises, il y a eu beaucoup de victimes anglaises. Dans le cadre de bombardements ou d'explosions de bâtiments, de casernes anglaises, il y a eu des victimes. Mais une fois qu'un Anglais se rendait, l'Irgun n'a jamais touché un soldat qui s'était rendu. Et donc, le capitaine fait son calcul et décide de se rendre à Amichai Paglin. Une fois qu'il s'est rendu, il demande à tous ces soldats de baisser leurs armes et de se rendre. Il se rend compte de la bêtise qu'il a fait. Il se rend compte qu'il y a une vingtaine de tout jeunes garçons du Hetzel qui sont face à eux, qui sont même mal armés, mais c'est trop tard, ils sont déjà désarmés. Et donc, ils sont assez dépités, mais ils se sont rendus. Maintenant, il y a un petit problème, c'est que pour pouvoir évacuer le butin de l'assaut, Amichai avait réussi à amener 80 camions et une centaine de porteurs qui attendaient un petit peu en retrait pour pouvoir charger le butin et s'éclipser dans la nature. Quand il a décidé du retrait et d'annuler l'opération, les camions et les porteurs sont partis. Alors, il envoie son... Je rappelle qu'à l'époque, c'est l'Irgun, on n'a pas des systèmes de radio, de téléphone pour appeler tout le monde. Son adjoint a réussi à récupérer une partie des camions, mais on n'arrive pas à récupérer les porteurs. Or, il est évident que bientôt vont arriver des renforts anglais. Quand les Anglais ne verront pas le train arriver, ils vont se douter de quelque chose, ils vont envoyer un train ou des patrouilles à la recherche. Il faut rapidement décharger le train. Comment faire? Et là, Paglin a sa deuxième idée. Il va voir le capitaine anglais et lui dit, écoute, moi, je ne peux pas rester très longtemps sur le terrain parce que c'est évident que les patrouilles anglaises vont bientôt venir et on sera obligé de décrocher. D'un autre côté, toi non plus, tu n'as pas tellement intérêt à ce que les patrouilles te découvrent et que tu t'es rendu avec tous ces soldats bien armés à 18 jeunes inexpérimentés et mal armés. Alors, c'est ton intérêt à toi comme le mien qu'on dégage le plus vite possible. Et pour ça, il y a une seule solution, c'est que tes hommes aident les miens à décharger le train. Et côte à côte, les soldats anglais avec les soldats de l'Irgun vont transporter les cajots d'armement et de munitions vers les camions. Maintenant, Amichai Paglin ouvre des cajots pour voir ce qu'il y a dedans. Il se rend compte que ce n'est pas des armes qu'il espérait, ce sont des obus de mortier. Enfin, c'est quand même des milliers d'obus de mortier qu'il y a sur ce train et ça va servir, on le verra à la fin de cette conférence, à la libération de Yafo. C'est-à-dire que dans quelques semaines, ce sera la bataille pour Yafo et ces milliers d'obus vont faire la différence entre un échec cuisant et une victoire retentissante. Et cette réussite, on la doit au sang-froid de Paglin, qui a eu ces deux idées incongrues. La première, d'aller et de convaincre les Anglais de se rendre, et la deuxième, de les convaincre d'aider eux-mêmes à charger les munitions sur les camions qu'il avait amenés. Alors ça, c'est pour montrer un peu la personnalité de Amichai Paglin, et maintenant on va revenir un petit peu en arrière pour comprendre son histoire. À droite, c'est la liste des 18 qui ont participé à l'attaque. On avance. Donc, il faut se rappeler une chose, c'est qu'on connaissait la Haganah, et en 1931, il y a eu une scission dans la Haganah d'Abraham Tomi, et la scission va être consommée en 1937, où en 1937, Abraham Tomi crée l'Irgun Bet, qui va devenir l'Irgun Tzvei Leumi. L'Irgun Bet, il a déjà créé, ça va devenir l'Irgun Tzvei Leumi.
qui va donc prendre ce nom de Etzel ou d'Irgun. Et en 1940, la Haganah et le Etzel se rangent du côté des Anglais. On va aider les Anglais à se battre contre les nazis. La première priorité, c'est de vaincre l'Allemagne nazie. Et donc, on arrête de se battre contre les Anglais. À l'époque, il y avait le livre blanc qui limitait la Aliyah, donc il y avait une bataille des Juifs contre les Anglais. Mais quand la guerre commence, et la Haganah et le Etzel se rangent du côté des Anglais. Certains soldats du Etzel ne l'acceptent pas. Ils disent que tant que les Anglais bloquent les côtes d'Israël, il faut continuer pour la guerre contre les Anglais. Et donc, il y aura une nouvelle scission et du Etzel va sortir le Lechi, le Lochamei Cherut Israël, dirigé par Yair Stern, Avraham Stern, pardon. Yair, c'est son nom de combat. Avraham Stern, qui fonde le Lechi, il faisait partie du Etzel et il crée le Lechi. Pendant 3 ans, l'Irgun combat aux côtés des Anglais, c'est-à-dire que les soldats de l'Irgun s'engagent dans l'armée anglaise. Et en fin 1943, arrive un soldat de l'armée polonaise libre, qui fait partie de l'armée anglaise en Israël. Il s'appelle Menachem Begin, et il demande d'être libéré et lui prend maintenant la tête de l'Irgun, puisque le commandant précédent de l'Irgun, David Raziel, était mort en service commandé pour les Anglais. Alors Menachem Begin, qui prend la tête de l'Irgun, va le 1er février 1944 annoncer la fin de la trêve. C'est-à-dire qu'en février 1944, on se rend compte que pour les Allemands, les carottes sont cuites, ils vont perdre la guerre, c'est maintenant évident. Et donc la première priorité n'est plus de se battre contre les Allemands, mais de se battre contre les Anglais pour ouvrir les portes d'Eretz Israël aux survivants de l'Holocauste, aux gens qui sont encore pourchassés par les Allemands qui voudraient arriver en Eretz Israël. Et donc, en février 1944, Menachem Begin arrête la trêve avec les Anglais et appelle les jeunes à se battre contre les Anglais. Et vous voyez ce qui est marqué, Nilachem kol Yehudi b'moledet yilachem, Elohei Israël el tzvaot yeh be'ezrenu, en nesiga cherut o mavet, chomat barzel, titzru sviv hanoar halochem shelachem. Donc on va se battre, chaque juif dans sa patrie se battra, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées sera avec nous, cherut o mavet, la liberté ou la mort. Alors là, vous le voyez en photo comme le Rav Israël Sasover, puisqu'à l'époque, sa tête est mise à prix par les Anglais, il faut qu'il se cache. Alors il laissait pousser sa barbe et il a pris l'identité du Rav Israël Sasover quand il est dans sa cachette. Mais de sa cachette, il dirige le Etzel dans son combat contre les Anglais. Et vous voyez à droite l'affiche qu'il a fait publier, El Ha'am Ivri Betzion, c'est le titre, au peuple hébreu à Sion. Et il raconte, voilà, il faut se battre contre les Anglais jusqu'à qu'on les ait chassés du pays d'Israël. Le chef des opérations, le commandant des opérations du Etzel à l'époque s'appelle Eitan Livni, vous le voyez à droite quand il a fait pousser sa barbe aussi dans cachette, après il se rasera. Eitan Livni sera le papa de Tzipi Livni, qui sera plus tard ministre dans différents gouvernements et membre de la Knesset. Mais Eitan Livni va être capturé par les Anglais. Il y a une opération, pas l'opération qui est marquée là, la Kavot. Ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, j'ai dit l'Irgun se bat contre les Anglais et la Haganah et l'Establishment Ben Gurion font la guerre à l'Irgun. Arrêtez de vous battre contre les Anglais et il y aura ce qu'on appelle la saison où la Haganah va même arrêter des combattants de l'Irgun, les détenir dans les kibbutzim ou carrément les livrer aux Anglais. Mais à la fin de la guerre, en fin 1945, la Haganah se rend compte qu'il y a des priorités. Maintenant, la priorité, c'est de faire venir des Olim, les survivants de la Shoah, c'est la Ha'apala, les bateaux clandestins, et se crée ce qu'on appelait le mouvement de révolte contre les Anglais, Tnuat HaMeri à Ivry, où les 3 mouvements s'associent, la Haganah, l'Irgun et le Lechi. Eitan Livni, dans le cadre d'une opération de cette Tnuat HaMeri, de ce mouvement de révolte, va être arrêté et incarcéré à la prison de Akko. Une fois que Eitan Livni est incarcéré, c'est au début 1946, en avril 1946, qui va le remplacer? Amichai Paglin. Et donc, on va maintenant parler des opérations dirigées par Eitan Paglin. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas parlé des exploits de l'Irgun qui ont précédé les attaques contre les gares de Lod et d'autres, l'attaque contre le train qui amenait
les soldes des employés des chemins de fer anglais, et encore beaucoup d'autres opérations dirigées par Eitan Livni, mais on veut parler de Amichai Paglin. Bon. Amichai Paglin dirige une des premières opérations qu'il dirige, c'est ce qu'on appelle à l'époque Rechesh, l'achat d'armes. Comment est-ce qu'on achète des armes quand on n'a pas d'armes et qu'on n'a pas non plus d'argent? Alors on appelle ça le Rechesh, mais en fait ce qu'on fait, c'est qu'on va subtiliser les armes là où on peut, et le meilleur endroit pour se servir, ce sont dans les armureries des bases militaires anglaises. Et une des premières opérations dirigées par Amichai Paglin va être d'attaquer la base de Akir, le terrain d'aviation de Akir. Plus tard, quand ce sera l'État d'Israël, aujourd'hui c'est la base aérienne de Tel Nof. Et la base que fait Amichai Paglin, de nouveau il est très créatif, il loue une des rares jeeps qu'il trouve en Israël, il la fait peindre aux couleurs de l'armée britannique, lui-même revêt un uniforme britannique. Il faut se rappeler que beaucoup de soldats de l'Irgun avaient servi dans l'armée britannique. Entre 40 et 43, l'Irgun avait fait la paix avec les Anglais, étaient engagés dans l'armée anglaise. Donc, et ils connaissent la façon de se conduire dans l'armée anglaise, ils connaissent les us et coutumes, ils ont des uniformes. Et donc, cette Jeep est arrêtée sur le bas-côté de la route, le capot ouvert, apparemment il y a un problème de moteur. Et dès que des camions anglais passent à côté pour demander s'ils peuvent aider ou qu'est-ce qui se passe, eh ben, avec un pistolet sur la tempe, on convainc le chauffeur de se ranger du côté et d'attendre la suite des instructions. Et c'est comme ça que Paglin arrive à emprunter des camions pour aller prendre des armes dans les camps anglais. Alors à Kiev, ça s'est un peu moins bien passé. Ils ont été pris à partie, mais ils ont quand même réussi à partir avec un certain nombre d'armes. Je ne vais pas maintenant rentrer raconter uniquement l'opération d'Akir, ça nous prendrait toute l'heure. Mais de nouveau, cette créativité de Paglin qui a pris une Jeep, l'a peinte aux couleurs anglaises et s'est servi de ça pour convaincre des soldats anglais convaincus de façon militaire, c'est-à-dire avec un pistolet sur la tempe, de se joindre à lui et de prêter leur camion pour aller récupérer des armes sur le terrain d'aviation. Bien sûr, quand ils vont rentrer sur le terrain d'aviation d'Akir, ils arrivent avec des uniformes anglais, avec des camions anglais. Ceux qui ne sont pas en uniforme ou qui parlent pas l'anglais sont cachés à l'intérieur, mais les chauffeurs donnent le change et c'est comme ça qu'ils peuvent rentrer sur la base et aller se servir. La grande opération qui sera menée dans le cadre de Tnuat HaMeri, dans ce mouvement général, mouvement unifié de révolte contre les Anglais, va être l'opération qui va viser l'hôtel du roi David à Jérusalem, où Begin reçoit l'ordre de Ben Gurion, Moshe Sne, donc, qui est l'adjoint de Ben Gurion, qui dirige le côté militaire des opérations, qui écrit une lettre, vous voyez à gauche, je le lis le texte, Alechem levatsa behekdem efshari et atchik, vetabait shelavdecha meshichecha, hodieni al hamoed, muta bevatachat, en lefarsem zehut aguf amvatsea, lo bepirsum mefurash, vaf lo bermiza. Alors, quelle est la teneur du message? C'est vous devez le plus rapidement possible vous occuper du chic. Chic, c'est le Malon Chic, le petit hôtel, euphémisme pour l'hôtel du roi David, et la maison des Achim David, des frères David qui se trouvent pas loin. Faites-moi savoir la date pour l'opération. De préférence, faites sauter les deux objectifs ensemble, parallèles. Il ne faut en aucun cas divulguer quel est le mouvement de résistance qui a mené l'opération. Pas de façon claire et même pas par allusion. Donc, la Tnuat HaMeri, le mouvement de résistance unifié, dit à l'Irgun, c'est vous qui allez faire sauter l'hôtel du roi David, mais ne dites pas que c'est l'Irgun. Cette Tnuat HaMeri, c'est tous les mouvements ensemble. Ne dites pas qui est le mouvement spécifique, l'Irgun qui a fait sauter l'hôtel du roi David. Alors l'histoire, vous la connaissez, je ne vais pas de nouveau, c'est une histoire pour 1 heure en 2 minutes. Paglin se rend compte que l'hôtel est bien gardé, il y a un régiment entier de parachutistes qui gardent l'hôtel du roi David, c'est comme le siège du pouvoir anglais, mais il se rend compte qu'ils sont en train de construire une annexe comme poste de garde, et donc par cette annexe peuvent rentrer les ouvriers et c'est beaucoup moins contrôlé, et c'est par là qu'ils décident de rentrer. Ils rentrent avec des faux bidons de lait destinés aux cuisines de l'hôtel. Vous voyez à droite le faux bidon de lait. Cela, de nouveau, la réussite, on la doit à Amichai Paglin, qui a mis au point un système de retardateurs.
il a fait des expériences chimiques. Quand il a pris le commandement en 1946, il a 22 ans. Et alors, il a fait des tests à la maison en mélangeant des substances chimiques avec un acide qui bouffe l'enveloppe. Et une fois que l'enveloppe est utilisée par l'acide, il y a deux liquides qui se mélangent, qui prennent feu, qui font sauter le système. Et d'après la quantité d'acide et l'épaisseur de l'enveloppe, il peut calculer le temps que prend le retardement. Et il a mis au point ces retardateurs, et c'est ça qui va permettre de faire sauter l'hôtel du roi David. Malheureusement, dans l'opération, il y a un traître. Les Anglais ont réussi à placer un de leurs hommes dans l'Irgun. Il s'appelle Uriel Reinhold. Il a servi dans l'armée anglaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Et sous le nom de guerre de Yanai, il est dans l'Irgun. Et il fait donc partie, il participe à cette opération contre l'hôtel du King David. Alors, il avait annoncé aux Anglais que l'Irgun préparait une attaque contre l'hôtel. Et les Anglais ont dit, OK, quand ce sera aujourd'hui, tu nous préviens exactement au moment où ça doit se faire. Ce qui s'est passé, c'est que Amichai Paglin avait érigé une règle qu'à partir du moment où ces hommes sont au courant d'une mission, ils ne peuvent plus s'absenter. Ça évite les fuites. Et donc, Reinhold, qui veut aller raconter aux Anglais quand va être l'opération, ne peut pas quitter le groupe. Il est obligé de rester avec eux. Il ne peut même pas aller aux toilettes seul. Même un besoin de s'isoler, ça se fait à deux. Ça, c'est les règles de conspiration établies par Paglin. Et donc, Yanai est coincé. Il ne peut pas dire aux Anglais quand va être l'opération. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans l'hôtel, comme c'est Yanai qui a les détonateurs, quand on veut mettre à feu les bidons, zut, j'ai perdu les détonateurs, je les ai oubliés, je ne sais pas où. Mais le commandant de l'opération lui dit, tu viens avec moi, on revient tout le chemin que tu as fait, et il retrouve les détonateurs que Yanai avait semés un peu sur la route. On récupère les détonateurs, il les met en marche, et la suite, vous connaissez, l'hôtel va sauter. Donc, il y a eu cette taupe, mais grâce aux règles de Amichai Paglin, qu'une fois que les hommes sont au courant des opérations, personne ne peut s'isoler, il n'a pas pu dire aux Anglais exactement quand ça aurait lieu. Les Anglais n'ont pas cru, puisqu'il y a une jeune fille qui a téléphoné pour annoncer au chef de la sécurité que l'hôtel était miné, qu'il allait sauter, et à cette annonce, le commandant de la sécurité a dit, c'est moi qui donne des ordres, je n'en reçois pas des Juifs, c'est moi qui les donne. Et donc, il a refusé de faire évacuer l'hôtel. Et là, ça va être terrible parce qu'il y aura plus de 80 tués dans la conflagration. Il y aura des Juifs, il y aura des Anglais, il y aura des Arabes, puisque c'est le centre d'administration. Donc, il y a des Juifs et des Arabes qui travaillent là-bas. Il y a des gens qui viennent demander des permis de construire ou des permis de conduire ou tout ce qu'on demande à l'administration. Donc, il y aura des victimes de tous les côtés et en grand nombre. Et ça va faire un choc terrible. Ça va faire un tel choc que le Yishuv lui-même, les Juifs en Israël sont choqués par ce qui va se passer. Les Anglais, eux, vont être bien sûr fous d'orage. Ils vont mettre en opération une opération de ratissage avec 20 000 hommes. Ils vont faire un couvre-feu à Tel Aviv. Et le général Barker, qui commande les forces anglaises en Israël, va être absolument odieux. Il va interdire aux soldats de rencontrer des Juifs, il va interdire d'aller dans les cafés, et il va dire il faut frapper les Juifs, cette engeance maudite, parce qu'ils les dérangent le plus par leur porte-monnaie. Ça, c'est ses paroles. Donc, on ne va plus dépenser d'argent chez les Juifs, et comme ça, on les fera craquer, parce que les Juifs, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Mais ce qui se passe, ça, c'est au niveau des Anglais. On comprend qu'ils soient ulcérés, que le prestige est atteint à vif. Mais même Ben Gurion, qui essaye de jouer sur deux tableaux, d'un côté de gérer cette Nuat HaMeiri à Ivry, cette opération conjointe de toute la révolte juive contre les Anglais, d'un autre côté de continuer un discours politique, se désolidarise de l'action et dit ah non, ce n'était pas le Nuat HaMeiri, c'était l'Irgun, c'était des dissidents, c'était des terroristes, nous on n'est pas dans le coup. Et en fait, c'est la fin de la guerre commune Nuat HaMeiri. Et le Yishuv essaye de faire porter le chapeau à l'Irgun, bien qu'on sait aujourd'hui, on le sait très clairement, que la décision avait été ordonnée par la Haganah. L'ordre a été donné par la Haganah, c'est le Hetzel qui l'avait fait, qui avait accompli ce dynamitage, mais l'ordre a été donné par le commandement unifié, mais Ben Gurion se désolidarise. Et alors, ça continue. Opération après opération, Amichai Paglin décide de faire sauter la station de train de Jérusalem, pas Navon, la nouvelle, celle qui est l'ancienne, Tachana Rishona.
Mais malheureusement pour lui, il va donner le commandement de l'opération à Heinrich Reinhold. Alors, c'est le traître, c'est Yanaï. Donc, on se méfie un peu de lui, mais on n'a pas compris encore que c'est un traître. On lui confie le commandement de l'opération et le soir avant, il disparaît parce qu'il a compris que, s'il est le matin, il pourra plus s'échapper, il pourra pas. Et d'un autre côté, il ne veut pas être partie intégrante de cette opération, donc il disparaît dans la nature. On n'a pas compris que c'était un traître, c'est pour ça qu'il a disparu. Ce qu'ont cru ses chefs, c'est qu'il avait été kidnappé par les Anglais. C'est l'époque où il y a énormément de chasse aux terroristes, où les Anglais courent après les soldats des mouvements de résistance. Et donc, on suppose que, à l'époque, je rappelle, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de radio, les communications sont compliquées quand on est quand la clandestinité encore plus. Donc, on suppose que Reinhold a été appréhendé par les Anglais. On ne sait pas, mais on décide de ne pas annuler l'opération. Mais les Anglais attendent. Alors, l'opération nouveau était très bien montée par Mikhail Paglin. Les explosifs arrivent dans la voiture, dans les valises de 2 mariés qui vont à lune de miel. Le porteur arabe qui transporte les valises est bien sûr lui aussi un gars de l'Irgun. Ils mettent les valises dans la station, mais quand ils sortent, les soldats anglais qui étaient en embuscade ouvrent le feu et tous les soldats de l'Irgun qui participent à l'opération vont être blessés ou touchés. Un très sérieusement, Meir Feinstein, et il va être finalement attrapé par les Anglais et jugé et condamné à mort. Vous le voyez à droite sur l'image, Meir Feinstein, ceux qui connaissent l'histoire, il va se faire sauter avec Meir Barazani, une grenade entre les deux dans la prison de Jérusalem. Et de nouveau, c'est une autre histoire. Je voudrais centrer sur Paglin. Donc, l'histoire de Meir Feinstein et de Meir Barazani, de Moshe Barazani, pardon, mérite d'être racontée, mais dans un autre cadre. Et alors, on arrive en janvier 1946. Alors, vous ne vous trompez pas, il y a eu tout le temps des opérations. Amichai ne s'arrête jamais. Le but, c'est du harcèlement, de fatiguer les Anglais. Et le 29 décembre, pas en 1946, mais en 1946, c'est la nuit des coups de bâton. C'est-à-dire que des soldats de l'Irgun sont frappés en punition. Il y a eu un tribunal anglais qui a condamné des soldats de l'Irgun à être frappés. La flagellation, ça fait partie des lois anglaises. Mais vous voyez à gauche l'affiche que l'Irgun fait publier. Nous ne sommes pas des esclaves. Ça, vous pouvez chez vous flageller. On frappe des chiens, on frappe des esclaves. Si vous pensez qu'en Angleterre, vous avez des lois qui permettent la flagellation parce que vous pensez que les Anglais sont des chiens ou des esclaves, c'est votre problème. Les soldats juifs ne sont ni des chiens ni des esclaves, et donc on ne permettra pas la flagellation. Si vous nous frappez nos soldats, nous frapperons les vôtres exactement de la même façon, et pour chaque soldat juif qui sera frappé, nous frapperons les Anglais de 18 coups de bâton, exactement comme vous nous avez fait subir. Et, ce qui va se passer, c'est que un soldat de l'Irgun est condamné à la flagellation, et donc l'Irgun attrape des officiers anglais et leur donne des coups de bâton en parallèle, exactement de la même façon. Manque de bol, cette nuit-là, les Anglais font des patrouilles sur les routes et une des voitures qui transportent les soldats de l'Irgun est contrôlée par un barrage de la police et ils trouvent dans le coffre de la voiture un fouet et encore d'autres matériels compromettants. Et les 3 passagers de la voiture sont arrêtés et ultérieurement vont être condamnés à mort. On en reparlera. En attendant, vous rappelez le général Barker, celui qui avait dit après l'opération du roi David qu'il faut frapper les Juifs dans la poche parce qu'il n'y a que l'argent qui les intéresse. Regardez une déclaration qu'il écrit dans une lettre à une femme avec laquelle il entretient une relation amoureuse, une arabe chrétienne de Jérusalem. Rien qu'à réfléchir, à penser à tout ce que nous dépensons comme énergie, comme argent, comme vie contre ces Juifs, ils ne valent pas, je les déteste tous, qu'ils soient sionistes ou non. Pourquoi ne pas dire la vérité? Nous les détestons, c'est une race détestable, c'est un peuple détestable. Alors ça, c'est le général anglais qui commande les forces
anglaise en Eretz Israël. Donc, on comprend que si c'est cette optique-là qui va se mesurer aux Juifs, on se mesure à lui en conséquence. En Angleterre, le ministre des Affaires étrangères s'appelle Ernest Bevin. Ernest Bevin, c'est aussi quelqu'un de très négatif. Et finalement, en janvier 1947, donc on est un an après Tnuat HaMeiri, un an après l'organisation de cette révolte juive et après les grandes opérations de l'hôtel du roi David, avoir fait sauter les ponts, avoir fait sauter des avions sur les aéroports, avoir fait sauter un tas de choses. Il en a marre et le 15 février 1947, il va à l'ONU et demande un débat sur la question du Proche-Orient, sur ce qui se passe sur le mandat britannique en Eretz Israël. En fait, son but n'était pas de quitter Eretz Israël, son but était de recevoir de l'ONU un soutien inconditionné et des budgets. On est après la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre est encore en train de panser ses plaies de la guerre, elle est appauvrie, il y a des rationnements en Angleterre, il n'a pas d'argent, il demande une aide à l'ONU et finalement, comme les opérations s'intensifient, il demande même à l'ONU de faire ça rapidement, parce qu'à l'origine, l'ONU dit OK, lui, il dépose sa demande en février 1947, l'ONU répond OK en septembre 1947, donc dans 6 mois, on va réfléchir à la question, et finalement, sur l'insistance de Bevin, l'ONU décide déjà le 28 avril de porter la question de la Palestine à l'ordre du jour et de décider quoi faire du mandat britannique. Donc le 28 avril, c'est la date fatidique. En Israël, l'Irgun n'arrête pas ses opérations pour autant. Au contraire, si l'ennemi est faible, on va intensifier la pression, puisqu'apparemment ça marche, et qu'il reconnaît lui-même qu'il n'est pas capable d'assurer, de continuer à gérer le pays en Israël. Et donc, le 1er mars 1947, c'est Beth Goldschmidt, ça se trouve à Jérusalem, tout près de Beth Knesset Yeshurun, il y a une plaque sur la maison, dans King George. Il y avait là-bas un cercle d'officiers anglais, donc il y avait beaucoup d'officiers qui viennent se reposer, prendre un pot, et Amichai Paglin décide de frapper un grand coup. Seulement, il a un problème. Le problème, c'est qu'on est à Jérusalem. On est en plein cœur de Jérusalem. Le bâtiment lui-même est isolé par des fils de fer barbelés. Il y a des guérites de garde devant, le trottoir en face. C'est très bien gardé. Paglin arrive à la conclusion qu'il peut arriver à traverser le cordon de sécurité, mais dans ce chemin, dans ce passage protégé de Beth Goldschmidt, il y a quand même Rehov King George, qui est une rue principale de Jérusalem. Et donc, les bus passent là-bas. Et disent, si jamais il y a un minutage qui foire et il y a un bus qui se présente là-bas, on risque de faire des victimes civiles dans l'opération. Et donc, en opposition avec ce qui est habituellement fait dans l'Irgun, qui est beaucoup plus Shomer Shabbat que la Haganah, et en général essaye de ne pas faire ses opérations le Shabbat, l'opération contre le Beth Goldschmidt est décidée d'être un Shabbat, de façon à ce qu'il n'y ait pas de bus, beaucoup moins de civils dans le périmètre, et qu'on ne risque pas de toucher des civils qui se promènent. Donc, la date est fixée au Shabbat. Amichai Paglin a prévu le coup. Ils vont rentrer en force, ils vont poser une mine de nouveau contre les piliers qui tiennent le bâtiment pour faire écrouler le bâtiment. Et ils vont allumer sur la route, ils vont répandre du pétrole, ils vont allumer de façon à faire un barrage de feu qui empêchera des renforts d'arriver. Ils font exactement comme Amichai avait organisé, et ça marche très bien. Vous voyez ici les Anglais qui regardent les ruines de leur cercle d'officiers. Il y aura d'ailleurs, je ne sais plus exactement combien de tués, il y a eu plus d'une dizaine d'officiers anglais qui étaient dans le bâtiment, qui ont payé de leur vie ce dynamitage. Les Anglais, bien sûr, sont furax, ils vont réagir par l'opération Hippopotame, et ils vont décider d'un état de siège de Tel Aviv, toute la région de Tel Aviv, les quartiers nord de Jérusalem, état de siège, c'est-à-dire plus de services postaux, plus de services téléphoniques, couvre-feu, plus de transport public, en espérant briser la résistance juive. Ils comprennent que la résistance ne peut opérer que si elle a un soutien à la population. Si on arrive à ce que la vie de la population soit insoutenable, ils arrêteront de soutenir les mouvements de révolte et la révolte s'arrêtera. Donc,
La raison de cette opération Hippopotame, c'était toute une liste d'attentats qui avaient eu lieu déjà avant. Il y a la liste hélas devant vous, je ne la lis pas. Mais le jour même où ils décident de cet état de siège, c'est le jour de l'opération Goldschmidt. Et ça n'arrête pas du tout les opérations de l'Irgun. Par exemple, 2 semaines plus tard, le 17-3, c'est un très très grand coup. Pardon, le 12-3, je me suis trompé. C'est un grand coup qui est frappé, puisque le camp Schneller, aujourd'hui il n'y a plus de camp Schneller, il a été détruit il y a quelques années pour en faire des lotissements. Mais ceux qui se rappellent, à Géoula, Rehov Malché Israël, il y a là-bas, il restait cet hôpital allemand qui était aussi un home d'orphelins au début du XXe siècle, qui était après un camp militaire de l'armée anglaise. De nouveau, l'Irgun arrive à faire sauter un des bâtiments le 17 mars. De nouveau, c'est un grand coup frappé. Faire sauter un bâtiment au cœur d'un complexe militaire anglais bien protégé, ça demande une audace qui est caractéristique de Paglin, une audace et aussi un minutage et une organisation, comment faire rentrer les bidons d'explosifs, de nouveau déguisés et calculés à la minute pour pouvoir rentrer et ressortir et calculer le retardement. Je rappelle que les détonateurs, c'était aussi l'invention de Paglin pour faire sauter Schneller. Après, donc 2 semaines avoir commencé l'état de siège, après l'attentat contre le Machane Schneller, les Anglais arrêtent l'état de siège. Ils ont vu que ça ne sert à rien. Il y a eu chaque jour, depuis le 1er mars, il y a chaque jour un attentat. Là, je ne parle que des principaux. Mais donc, il y a eu la bête Goldschmidt le 1er mars, il y a eu le Machane Schneller, le camp Schneller le 17 mars. Entre tous les jours, il y a eu quelque chose. Et donc, les Anglais ont compris que leur politique de matraquer la population ne sert à rien. Au contraire, elle soulève la population contre les Anglais. C'est contre-productif et ils lèvent leur état de siège. Maintenant, en parallèle, j'avance d'un mois, en avril, il se passe quelque chose. Vous vous rappelez, j'avais parlé de la flagellation où les soldats anglais avaient été flagellés parce qu'ils avaient frappé un soldat juif, mais les Anglais avaient attrapé 3 soldats de l'Irgun qui transportaient des fouets dans leur voiture, Mordechai El-Kachi, Yechiel Dresner et Eliezer Kachani, et le 16 avril 1947, les Anglais les condamnent à la potence, les exécutent. Ils ont été condamnés avant. Il y a eu un mouvement d'opinion, on a essayé de convaincre les Anglais de renoncer, on a essayé beaucoup de choses, des interventions politiques, des interventions religieuses, rien n'a fait. Et le haut commandement anglais, le haut commissaire anglais décide d'appliquer la sentence et le 16 avril 1947, les 3 sont pendus dans la prison de Akko. Alors, au début, ils ont été détenus à Jérusalem, ils ont été transférés à Akko, et une fois qu'ils sont à Akko, où sont beaucoup de soldats importants et d'officiers de l'Irgun, par exemple, Etan Livni, vous vous rappelez Etan Livni qui a commandé les opérations d'Irgun avant Amichai Paglin, se trouve à Akko. Le Hetzel décide de la grande opération de faire sauter la prison d'Akko et de libérer, faire sauter un mur de la prison d'Akko et libérer les prisonniers. Vous voyez une photo de la cour de promenade de la prison d'Akko, vous ne la voyez plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a creusé le sol, c'est la forteresse des Hospitaliers quand vous visitez Akko, c'est le centre du complexe de la croisade, mais à l'époque, tout était couvert de terre et donc on voit les soldats de l'Irgun, il y a aussi d'ailleurs des Arabes qui sont en prison d'Akko, et l'Irgun décide de faire sauter, de faire évacuer les prisonniers. Alors, les prisonniers qui sont à l'intérieur, Etan Livni en tête, sont depuis longtemps en train de chercher une solution de sortie. Ils proposent des plans à Michai Paglin, qui vient en visite à la prison, bien sûr déguisé, et il entend le plan de Livni, il lui dit ça c'est complètement irréalisable, à force d'être en prison, tu rêves, mais moi je vais mettre au point un plan qui va marcher, et il met au point un plan qui est incroyable et qui va marcher. Juste en passant, Zev Jabotinsky, qui était le chef du mouvement révisionniste, va sortir le Bétar, et l'Irgun avait déjà été emprisonné à Akko en 1920. Il avait été après relâché par les Anglais. Et donc, le 4 mai 1947, l'Irgun arrive à Akko. Akko, c'est une ville arabe, donc il n'y a pas de soutien logistique de la population. Et ils arrivent avec des camions, de nouveau, des camions militaires anglais. Ils rentrent dans Akko. Ils grimpent sur le toit du bain turc. Et de là, ils sont face au mur de la prison. Ils font sauter
ils ouvrent une brèche dans le mur. Et, les soldats qui étaient prisonniers à l'intérieur avaient reçu des explosifs dans leur colis pour faire sauter les portes des cellules. Et 41 des prisonniers du Etzel et du Lehi sont libérés avec 180 Arabes. Le but est de faire une diversion. Les Anglais ne sauront pas après qui courir, après les Juifs, les Arabes. Dans le foutoir, ils vont courir un peu après tout le monde pour qu'ils ne se focalisent pas sur les Juifs. Il y avait beaucoup plus que 41 Juifs internés à Akko. Seulement, l'Irgun avait dit on peut en évacuer 41. Les camions qu'on a peuvent ramener l'équipe d'intervention plus 41. Donc, on a décidé qui étaient les plus importants qui allaient sortir de la prison. Et les autres ont été priés de foutre le foutoir dans la prison, mais ne pas s'échapper parce qu'on ne peut pas les cacher. On ne peut pas les évacuer. Donc, ils seront repris par les Anglais. Et leurs conditions de détention seront moins bonnes. Donc, il vaut mieux qu'ils restent sur place et qu'ils n'essaient pas de s'enfuir pendant l'opération. Les 41 donc, s'enfuient. 6 parmi les 41 seront tués dans les combats qui vont suivre l'évasion. Encore 8 vont être rattrapés et remis en captivité. Il y a quand même 27 qui arrivent à sortir à l'air libre, dont Ethan Livni, l'ancien commandant d'opération, mais lui qui va partir à l'étranger parce que rester en Israël pour lui, c'est un peu trop dangereux. Les Anglais le connaissent, ils le récupéreront. Donc, il va diriger les opérations de l'Irgun à l'étranger. Et malheureusement, parmi la force de l'Irgun qui a attaqué la prison, parmi les 34 soldats qui ont attaqué la prison, 3 ont été tués, dont leur chef Dov Cohen, alias Shimshon, et encore 3 ont été capturés par les Anglais. Maintenant, ces 3, capturés par les Anglais décident de les juger. Ah, pardon, juste une parenthèse. Non, c'est pas la peine, on n'a pas le temps. Alors, quelle va être l'influence de cette opération? D'abord, ça a fait une atteinte terrible au prestige des Anglais. Vous voyez, le monument qu'on trouve aujourd'hui à Akko, on voit quelqu'un qui donne un coup et qui ouvre le mur de la prison. Ça apporte un grand prestige aux Anglais puisque c'est la prison la plus défendue du Moyen-Orient, dans une forteresse ancienne. Il n'y a aucune chance de s'échapper dans une ville arabe. Et malgré ça, on y arrive. Mais tout de suite, la Sornout Ayoudite, l'agence juive, va dire « Ah, c'est un acte irresponsable. Ils ont laissé 15 tués sur le terrain. C'est dangereux. Ils ont libéré des Arabes qui étaient des terroristes arabes qui ont attaqué des Juifs. » Enfin, bien sûr, de façon générale, ce que fait l'Irgun, la Haganah et l'agence juive disent le contraire. Donc, il y a un déni complet de l'opération, alors que c'est une opération on le sait par les comptes rendus anglais, aujourd'hui, après 50 ans, les archives anglaises ont été ouvertes. On sait l'importance que cette opération a eue pour convaincre les Anglais de quitter le pays d'Israël. C'était un gros coup porté aux Anglais, mais c'était entièrement à l'époque un déni complet de l'agence juive et de la Haganah. Menachem Begin va citer un observateur qui dira que cette évasion est la plus grande évasion de l'histoire. Et effectivement, ça a forcé un grand coup. Menachem Begin appelle la prison de Akko la Bastille, de la même façon que la prise de la Bastille, c'est la fin de la monarchie en France. Pour Begin, l'opération à Akko et d'avoir fait sauter la Bastille anglaise, c'est la fin du mandat britannique sur la Palestine. Je rappelle, on est en mai 1947, un an avant la fin du mandat. Mais on est déjà, à l'époque, je rappelle que le 28 avril, l'ONU a commencé à discuter de la situation du mandat britannique. À la demande des Anglais, ça fait déjà quelques jours que l'ONU discute qu'est-ce qu'il faudrait faire en Eretz Israël, et voilà qu'ils voient le prestige anglais qui est bafoué et la prison de Akko qui saute. Un peu plus tard, en juillet 47, donc 2 mois plus tard, arrive en Israël la commission de l'ONU qui doit enquêter sur le terrain, et elle arrive quand se passent 2 affaires très importantes. Elle est venue du 16 juillet au 31 août. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Eh bien voilà, les 3 soldats qui avaient été pris à Akko dans le cadre de l'évasion, les 3 soldats qui faisaient partie de du commando de secours, mais qui ont été capturés par les Anglais, Mir Nakar, Yaakov Weiss et Avshalom Chaviv, sont condamnés à mort par les Anglais. Les Anglais, on leur demande de nouveau de commuer la peine en prison à vie, les gracier, etc. Les Anglais refusent, et comme la commission de l'ONU est en Israël, ils décident au contraire de frapper un grand coup
pour montrer à la commission de l'ONU qu'ils gèrent la situation. Voilà, il y a des terroristes, ben on a mis la main dessus et on les a pendus. Maintenant, l'histoire ne finit pas parce que là, ils seront pendus à Akko. Ils sont après enterrés à Tzfat, puisque Akko, qui est une ville arabe, il n'y a pas de cimetière juif. Pour des raisons historiques, à l'occasion, quand on se promènera ensemble à Akko, je vous expliquerai pourquoi. Si vous allez à Tzfat, vous voyez à gauche le monument qui se trouve là où sont enterrés les 7 condamnés à mort, les 7 pendus par les Anglais à Akko. À droite, vous voyez l'échafaud qu'on peut encore voir dans le musée des prisonniers des mouvements clandestins à Akko. Donc, j'ai exprimé ces photos pour montrer que ce n'est pas seulement une histoire. Vous pouvez venir avec moi, on peut se balader. Je suis guide, je le rappelle, et on peut visiter et raconter l'histoire sur le terrain. Mais revenons à notre histoire. Les Anglais annoncent, l'Irgun annonce, vous libérez nos soldats. Ils sont des soldats, on ne les pend pas. On pend un espion, on ne pend pas un soldat. Un soldat captif, on le garde en captivité jusqu'à qu'on l'échange dans le cadre, on le libère dans le cadre d'un échange de prisonniers. Si vous pendez nos soldats, on va pendre les vôtres. Rappelez, comme la flagellation. Si vous frappez nos soldats, on frappera les vôtres. Après ça, il n'y a plus de flagellation. Et donc, l'Irgun annonce, si vous pendez nos soldats, on pendra les vôtres. Et comme le haut-commissaire anglais a décidé de frapper un grand coup et de les pendre quand même, pour montrer à la commission de l'ONU qui gère la situation, alors l'Irgun, et donc Amichai Paglin, il le dira dans ses témoignages que pour lui c'est le jour le plus dur de sa vie, ils avaient capturé deux sergents anglais à Netanya, ils les avaient détenus dans une cachette près de Netanya, ils avaient annoncé, ils sont prisonniers chez nous, ils sont en bonne santé, ils sont bien traités, mais si vous pendez nos soldats, on pendra les vôtres. Comme les 3 soldats ont été pendus à Akko, le lendemain, le 37 juillet, l'Irgun pend les 2 soldats, les 2 sergents anglais. C'était un grand traumatisme pour les Anglais, mais pour Amichai Paglin lui-même. Il raconte que ce n'était pas évident. C'est-à-dire qu'il a se battre contre les Anglais, tirer, tuer en combat ou être tué en combat, ça fait partie des règles de la guerre. Pendre des soldats sans défense, ça a été très dur, mais on n'avait pas le choix. Si on ne l'avait pas fait, on n'aurait plus été crédible par les Anglais. Donc, ils vont le faire. Effectivement, ça va de la même façon que la flagellation des soldats anglais avait été la fin des flagellations des soldats de l'Irgun. La pendaison des 2 sergents va être la fin des pendaisons des soldats de l'Irgun. Après, il n'y aura plus de pendaison. Donc, ça a marché, mais Amichai Paglin raconte comment ça a été problématique pour lui. Et finalement, les 2 corps, on annonce aux Anglais qu'ils sont pendus dans un verger près de Netanya. Les Anglais font une battue dans les vergers autour de Netanya, découvrent les corps des 2 soldats, décrochent un, mais quand le corps tombe par terre, il actionne une mine parce qu'ils avaient en plus miné le périmètre. Donc, l'Irgun est en train de marquer ses points. Et je rappelle que le but est de convaincre les Anglais d'arrêter leur politique de flagellation, de pendaison, mais aussi de convaincre la commission de l'ONU qui se trouve en Israël que les Anglais ne gèrent plus la situation et qu'il faut donc mettre une fin à ce mandat. Donc, il y a un combat qui est un combat médiatique, en fait, derrière. Chacun des côtés veut convaincre l'ONU du bien-être de ses positions. Alors, la réaction va être très, très grave. Pardon. Le lendemain de la pendaison des 2 sergents, les Anglais sont foudrages donc, dans les rues, ils frappent des Juifs. Et vous voyez la manchette de Haaretz du lendemain, 5 Juifs ont été massacrés par des policiers anglais et des soldats anglais dans les rues, 27 autres ont été blessés par balles ou par coups. Il y a des soldats qui tirent sur les autobus, mais ce n'est pas seulement en Israël, ça se passe aussi en Angleterre. Il y a des attaques sur les synagogues de Whitechapel et des attaques contre les Juifs qui se promènent à Londres. C'est-à-dire que les Anglais, maintenant, sont entièrement furax contre les Juifs, mais d'un autre côté, ça montre aussi à l'ONU que les Anglais ont complètement perdu le contrôle de ce qui se passe en Eretz Israël. Il faut se rappeler, j'ai dit que pendant que la commission se trouve en Israël, se passent 2 événements importants. Alors, j'ai parlé du premier qui est le fait de l'Irgun, qui est la pendaison des sergents. Le deuxième événement qui se passe pendant que la commission de l'ONU est là, on ne le doit pas à l'Irgun, on le doit à la Haganah. Il s'agit du bateau de l'Exodus. Et vous voyez là, le même jour, donc le lendemain de la pendaison des sergents, vous voyez là, les titres de Davar, Mapile, Tevot, Auschwitzin, Odam, Bememet, Sorfat, les Olim clandestins des boîtes d'Auschwitz sont encore dans les eaux françaises. Les boîtes d'Auschwitz, il s'agit des 3 bateaux
qui ont récupéré les passagers de l'Exodus qui a été arraisonné à Haïfa pendant que la commission était à Haïfa, et ils sont encore à Port-de-Bouc en France. Les Anglais ne savent plus quoi faire et finalement ils vont les ramener en Hambourg. Mais à ce moment-là, ils sont encore en France et ils refusent de descendre du bateau, ils entament une grève de la faim. Donc, c'est ça que la commission de UNSCOP va voir. Il y a d'un côté la Palal, l'Alia clandestine avec son summum qui est l'histoire de l'Exodus et l'histoire des sergents. Et ça se passe pendant que la commission est en Eretz Israël. La dernière histoire, le dernier volet, va être, il y a encore beaucoup d'attentats encore en route, mais le dernier volet de notre histoire va se passer 2 semaines avant que les Anglais ne quittent Eretz Israël. Vous avez la carte du plan de partage de la Palestine. Et si vous faites attention, qui ne fait pas toujours attention, on se rappelle qu'il y a un État juif, c'est ce qui est en jaune, il y a un État arabe, c'est ce qui est en rose, mais vous voyez que Yafo, c'est un État, c'est une enclave arabe en territoire juif. Donc le jaune, c'est le territoire juif, et à côté de Tel Aviv, la grande métropole juive, il y a une enclave arabe de Yafo. Alors pour les Anglais, cette enclave est très très importante, parce que je rappelle que les Anglais ne quittent pas Israël de gaieté de cœur. Et ils espèrent de tout cœur que cet État juif sera écrasé par les armées arabes qu'ils aident et qu'ils arment. La légion transjordanienne est entièrement entraînée et commandée par des officiers anglais, armée par les Anglais, mais l'Égypte aussi a du matériel de guerre anglais, l'Irak pareillement. Et donc, pour les Anglais, il est important que Yafo reste aux mains arabes, parce que ce serait un port qui permettra un débarquement des forces arabes au cœur de Tel Aviv. Et ça aura deux importances. La première importance, c'est d'avoir un débarquement arabe juste à côté du centre vital de l'État juif, puisque Jérusalem ne fait pas partie de l'État juif. C'est une ville internationale. Et ça obligera les Juifs à laisser énormément de troupes à Tel Aviv, des troupes dont ils ont besoin pour défendre les frontières au sud, au nord et à l'est. Donc, pour les Anglais, il est vital que Yafo reste aux mains des Arabes. Et pour la même raison, l'Irgun décide qu'il est vital de prendre Yafo. Alors, vous voyez les Anglais qui fortifient Yafo. Vous voyez des soldats anglais qui font des défenses de Yafo arabes pour surtout que les Juifs ne prennent pas Yafo, que ce port reste aux mains des Arabes et permette un débarquement des forces arabes après le retrait des Anglais. D'un autre côté, les Juifs commencent à faire des barricades. Ça devient très dangereux d'habiter dans les quartiers qui jouxtent Yafo. Beaucoup de Juifs quittent leur maison et vont se cacher dans le centre de Tel Aviv parce que la vie devient infernale. Les tirs sont journaliers sur les quartiers juifs, Neve Tzedek et autres qui sont autour de Yafo arabe. Et l'Irgun décide de frapper un grand coup aux grandes dames de la Ghana qui n'est pas d'accord, qui dit de nouveau ça va se mesurer en direct contre les Anglais, c'est trop dangereux. Et ça, de nouveau, c'est Amichai Pagin qui va trouver la solution parce que l'Irgun attaque Yafo. Mais ce que vous voyez, c'est dur à voir sur la carte qui est là, mais vous voyez les rues de Yafo. Et au bout de chaque rue, il y a un barrage anglais-arabe qui prend la rue en enfilade. Et donc, Amichai Pagin va avoir une idée de génie qui est encore utilisée aujourd'hui par Tsahal, c'est de ne pas passer dans les rues, puisque les rues sont trop dangereuses, elles sont sous le feu des mitrailleuses arabes, mais de passer par les maisons. Et comme les maisons sont collées l'une aux autres, de casser chaque fois les murs et d'avancer, progresser en traversant les maisons une à l'autre jusqu'à arriver par l'arrière des mitrailleuses et de prendre les mitrailleuses. Et donc, grâce à cette tactique, de nouveau, Amichai Pagin, qui a maintenant 24 ans, mais qui a des idées à n'en pas finir. Et je dis, c'est comme ça que Tsahal a opéré à Jenin encore il y a quelques années, de passer par les maisons et ne pas progresser dans une rue qui est sous le feu de la mitraille. L'Irgun arrive à libérer Yafo. C'est bien sûr la fureur des Anglais, et les Anglais demandent à l'Irgun de se retirer de Yafo, puisque eux, ils veulent que Yafo reste un port aux mains des Arabes. La réponse de l'Irgun va être de faire de sauter les maisons pour bloquer les tanks arabes, les tanks anglais qui essayent de les déloger. Donc, ils font sauter les maisons de Yafo pour bloquer l'avance des tanks des Anglais. Et quand les Anglais donnent encore un ultimatum qu'ils veulent que l'Irgun quitte Yafo et rende la ville aux Anglais, la réponse va être de faire sauter le poste de police de Manshia à côté de Yafo. Donc, on a bien expliqué aux Anglais, on ne va pas se rendre. Et Amichai Pagin va donner Menachem Begin va donner un ultimatum aux Anglais, leur dire, écoutez, on n'a jamais attaqué les civils anglais.
On n'a jamais touché un prisonnier anglais. On n'a jamais touché un soldat qui s'est rendu. Mais maintenant, si vous touchez un... Ah, pardon, j'ai oublié une chose. Donc, les Anglais disent, OK, si c'est comme ça, on bombarde Tel Aviv. Et ils ramènent des bateaux de guerre qui étaient déjà à Malte et à Chypre, et ils ramènent des avions, ils s'apprêtent à bombarder Tel Aviv. Et là, l'Irgun dit, c'est très simple. Si vous touchez à nos civils, on n'a plus de limite. Alors, vous avez encore vos familles qui sont en Israël, sachez qu'elles sont en risque. Donc, faites vos calculs, et ça va faire fléchir les Anglais, et les Anglais vont comprendre qu'ils ont perdu la bataille de Yafo. Pas les Arabes, les Anglais ont perdu la bataille de Yafo. Juste pour rappel, en avril, le 25 avril 1948, donc quelques jours avant, le Palmach avait libéré Sheikh Jarrah. Les Anglais ont obligé le Palmach à rendre Sheikh Jarrah aux Arabes. Le 27 avril, c'est la prise de Yafo, où les Anglais veulent obliger l'Irgun à revenir, mais l'Irgun refuse et dit attention, si vous nous forcez, si vous attaquez nos civils, on va attaquer les vôtres. Et encore 3 jours plus tard, quand le Palmach va libérer Saint-Simon et Katamon et Jérusalem, et de nouveau les Anglais vont imposer au Palmach de se retirer, le Palmach maintenant a appris de l'Irgun et va dire aux Anglais, il ne va rien dire en fait. Quand les blindés arrivent face aux forces du Palmach, le Palmach va ouvrir le feu et allumer 2 blindés anglais. Et avec haut-parleur, ils vont dire aux soldats anglais, vous savez, dans 2 semaines, vous n'êtes plus là. C'est vraiment pas la peine maintenant pour un baroud d'honneur de rentrer dans les cercueils en Angleterre. Les Anglais vont comprendre et faire demi-tour. Mais c'est le Palmach qui applique les tactiques de l'Irgun. Alors, qui a chassé les Anglais? La question est ouverte, mais là, je vous ai mis deux livres qui traitent de la question et qui analysent les documents des archives anglaises. Il est clair que la politique de l'agence juive a eu son impact, mais ce n'est pas ça. On peut vivre avec encore un village de plus, avec encore les 11 villages dans le Negev. Ce n'est pas ça qui dérange les Anglais. Ce qui dérange les Anglais, c'est que leurs boys meurent en Israël. Ils ont assez perdu de leurs enfants dans la guerre mondiale. Maintenant, ils veulent plus perdre leurs enfants dans une guerre qui ne sert à rien. Et surtout, le pays est affaibli. Le pays est en restriction. Ça coûte énormément de contribuables anglais. On n'a déjà pas d'argent pour manger. On est en restriction d'Angleterre. Pourquoi gaspiller notre argent en Palestine? On s'en va. Et c'est ce qui va amener la fin du mandat. Maintenant, si vous allez sur Internet, là, j'ai pris une image d'Internet, je ne vais pas la développer maintenant, qui donne toutes les opérations de l'Irgun contre les Anglais depuis 1944 à 1947. Si vous regardez la liste, vous voyez que des attentats où il y a des Anglais qui ont été tués. Vous ne voyez pas l'opération de l'hôtel du roi David, celle-là en filigrane. Vous ne voyez pas les opérations contre Beth Goldschmidt, contre Schneller. En fait, l'image encore aujourd'hui qu'on veut donner de l'Irgun, c'est une organisation de terroristes irresponsables. C'est encore dans l'Irgun aujourd'hui. Et pour finir, parce qu'on a quand même mis Dreshet Yehuda, donné quand même un côté juif cette histoire, quand j'ai voulu présenter la personnalité de Amichai Paglin, moi, ça me fait penser à Shimshon Agibor, dont le Tanakh nous dit que Vatachel Ruach Adonai le Famo b'Machane Dan, qu'il a eu l'esprit de Dieu lui a donné la force. C'est quoi l'esprit de Dieu? Il n'était pas prophète, Shimshon. Maïmonide dit que le premier niveau de la prophétie, c'est de se battre pour sauver Israël. C'est ce qu'a fait Shimshon, qui s'appelle Vatachel Ruach Hashem. Et en fait, pour moi, c'est ce qu'a fait Amichai Paglin, qui a tout fait pour sauver, pour amener la libération d'Am Israël. Et de la même façon que Shimshon a été désavoué par les gens de Yehuda, et si vous suivez dans le texte de Shoftim, les Sorcha, Yaradnu, les Titra, Biat Plishtim, les gens de la tribu de Yehuda disent à Shimshon, nous sommes venus t'arrêter pour te livrer au Plishtim. Je pense que c'est exactement l'histoire de la saison dont on a parlé tout à l'heure, où les gens de la Haganah arrêtent les soldats de l'Irgun pour les livrer aux Plishtim, livrer aux Anglais, pardon. Mais l'histoire, c'est pas pour rien qu'on étudie le Tanakh. Je pense que cette période des Shoftim, qui est cette période qui précède la royauté d'Israël, qui est cette période où il y a des gens qui se sentent investis d'une mission pour sauver Am Israël, c'est un peu cette période dont on a parlé. Et un des Shoftim de l'ère moderne, c'est sans aucun doute Amichai Paglin. Aujourd'hui, on a ce monument qui se trouve à Yafo, les soldats de l'Irgun qui sont morts à Yafo, mais ça se trouve dans d'autres monuments de l'Irgun, cette devise, Chayehem Milchama, leur vie était un combat, Motam Gvura, leur mort était de la bravoure, Korbanam Kdusha, leur sacrifice, la sainteté, Zichram Netzar, et leur souvenir est impérissable. Aujourd'hui, on a à Yafo le musée qui raconte la bataille de l'Irgun pour libérer Yafo, s'appelle le Bet Haetzel
Yafo, au nom de Guidi, Amichai Paglin. Je vous invite à le visiter. Voilà, j'ai fini. Je coupe l'enregistrement. Chazak ou Baruch. Je coupe. Toda Rabba Ariel. Magnifique, comme d'habitude. Voilà. Alors, c'est encore une ou deux questions. Je vous rappelle que je suis à l'hôtel et qu'ils vont fermer la salle à manger. Autrement, je n'aurai pas de repas du soir. Alors, on va rester comme ça. OK. Chazak ou Baruch. Toda Rabba. Bonne tour, à une prochaine fois. Au revoir.